Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 5 septembre. Voici les titres que nous développerons. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, en visite à Saint-Gaudens pour la réouverture du tribunal de grande instance. Les suites de l'affaire Luznac. Hier, le club n'a pas été réintégré en Ligue 2. Aujourd'hui, joueurs et dirigeants ont reçu la visite de Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport. Enfin, pour les amateurs de bonnes affaires, la Grande Braderie débarque en ville jusqu'à demain. Nous vous en donnerons un aperçu. Pour débuter, Saint-Gaudens retrouve son tribunal de grande instance supprimé fin 2010. Une réouverture dont Christiane Taubira a voulu faire un symbole. C'est la page de l'époque Sarkozy qui se tourne. Jean-Marc Lucas. Christiane Taubira accueillie en VIP à Saint-Gaudens, tapis rouge et citoyen conquis. Ce n'est pas un cinéma qui ouvre mais un tribunal de grande instance. Rachida Dati avait mis un coup d'arrêt à la justice de proximité. Christiane Taubira a voulu par sa présence et une réouverture solennelle du TGI consolider le service public de la justice. Selon elle, lorsque la justice est faible, on justifie la force. Un TGI dans le Comminges, y a-t-il une réelle nécessité ? Les critères sont absolument objectifs, puisqu'il s'agit du volume d'activité dans les affaires civiles, du volume d'activité sur les affaires pénales poursuivables, qu'il s'agit du taux d'évolution démographique, et vous savez que c'est une région d'une grande vitalité ici. Il s'agit également aussi de la distance, alors on a 95 km entre Saint-Gaudens et Toulouse, mais d'autres communes relèvent de Saint-Gaudens, et vous en avez qui sont éloignées de pratiquement 150 km. Ça n'est pas tolérable pour les justiciables, et notamment les justiciables qui sont en situation de fragilité économique et sociale. Donc il y a tous ces éléments qui ont justifié le rétablissement de ce tribunal. Le TGI de Saint-Gaudens attend aussi un juge pour enfants et bientôt l'installation prochaine des prud'hommes. Christiane Taubira n'a pas échappé aux questions sur le gouvernement mis à mal ce jour par la démission forcée du secrétaire d'État Thomas Thévenoud pour cause, je cite, de problèmes fiscaux. La garde des Sceaux le déplore. Lorsque un élu, un responsable politique est mis en cause, évidemment, il y a une espèce de cataclysme parce que les gens sont désespérés. Et ça, je l'entends et je le comprends. Donc nous devons être exemplaires, nous faisons des efforts pour être exemplaires. Je rappelle simplement ce que je disais au début, vraiment, la très grande majorité des élus de proximité, des élus locaux, des élus territoriaux, des élus nationaux, la très grande majorité des élus sont des personnes intègres. C'est bien pour ça que quand il y en a un qui faute, ça fait un tel fracas. Christiane Taubira n'a fait aucun commentaire sur le successeur de Thévenoud, qui n'est autre que Mathias Fickel, ancien secrétaire fédéral du Lot-et-Garonne, qui a dû gérer la crise Cahuzac. Fickel est aussi un proche du député haut-garonnais, Christophe Borgel. À Saint-Gaudens, la justice revient au PS, les lignes bougent toujours et Christiane Taubira observe. Madame Taubira, vous êtes comme la justice, vous êtes libre et indépendante. Est-ce que vous avez cette liberté de parole au sein du gouvernement encore ? Ça ne s'entend pas ? Après plus de 100 jours de lutte, les derniers espoirs de Luznac d'évoluer en Ligue 2 se sont envolés hier avec la décision du tribunal administratif. Aujourd'hui, joueurs et dirigeants ont réagi lors de la visite du secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, Jérôme Bollock et Alain Sorat y étaient. Ça a été un peu limite, je vous dis, hier midi et demi, quand on s'est appelé avec Jérôme. C'est vrai qu'on a pris un sacré coup. Mais voilà, nous avons fait notre demande officielle hier soir pour réintégrer le championnat national. Malgré une amertume bien compréhensible, les dirigeants du club de Luznac ont donc décidé de poursuivre l'aventure. Ils espèrent une réponse de la Ligue la semaine prochaine. Ils comptent sur un soutien des amoureux du foot amateur pour boucler leur budget de plus de 2 millions d'euros. Un appel aux dons va être lancé. Il faut que le Luznac Ariège-Pyrénées se relève et puisse concrétiser, comme a dit Fabien, son projet qui était un projet de 3-4 ans finalement, de faire cette montée en Ligue 2 et nous avons été victimes de notre succès, tel que le dit aussi si bien Fabien. Et bien à nous de montrer que cette Ligue 2, nous la méritons et puis on s'est donné 2-3 ans avec Fabien pour essayer d'y retourner de nouveau. Reste que sportivement, l'affaire ne sera pas simple cette année et il faudra également effacer plusieurs mois de combat compliqués à vivre. C'est très difficile, surtout, sur le plan psychologique, sur le plan familial aussi, parce que ce sont aussi nos familles qui ont subi les conséquences professionnelles. Forcément, le préjudice est là. On devait jouer en Ligue 2 avec des contrats professionnels. Aujourd'hui, ils ne seront pas assurés, donc c'est un préjudice important. C'est sûr que ça va être très compliqué parce que
On va rentrer dans un championnat où il y aura 5 ou 6 journées de jouer, donc avec beaucoup de matchs en retard. Donc ça veut dire l'accumulation de matchs pour rattraper ça, avec un effectif qui est décimé. Voilà, la plupart des joueurs qui ont réussi cette montée sont partis. Thierry Braillard soutient la demande de l'Uznac et pour éviter le scénario catastrophe qu'a connu le club cette année, il est venu avec une promesse, simplifier les procédures de montée. Une réunion est prévue le 15 septembre. Faire en sorte que tous les contentieux qui sont liés aux comptes, à la validation des comptes et aux montées ne durent plus autant de temps et soient simplifiés. Il me semble que ce n'est pas par des lettres recommandées combinatoires qu'on aidera ces clubs à se professionnaliser et qu'il faudra peut-être que la Ligue réfléchisse à un accompagnement positif afin qu'on ne soit pas dans ce cadre de savoir s'il manquait de la vidéosurveillance à Ernest Vallon alors que quand le Stade Toulousain y joue, cela ne pose aucun problème. Le secrétaire d'État a demandé à ce que les joueurs de l'Uznac souhaitant intégrer d'autres clubs de Ligue 2 puissent encore le faire, malgré la fin du mercato la semaine dernière. Université à présent, le jeu des chaises musicales n'a toujours pas porté ses fruits pour l'Institut d'études politiques de Toulouse. Sciences Po s'est vu refuser son déménagement quai Saint-Pierre au mois de juillet. Suite à ce refus, la rentrée 2014 se refera donc rue des Puits-Creusés. Sciences Po pourrait s'établir à la rentrée 2017 à la Manufacture des Tabacs. On fait le point avec Marlène Canal. C'est finalement ici, à la Manufacture des Tabacs, qui loge actuellement la Toulouse School of Economics, que Sciences Po Toulouse pourrait bien élire domicile avec ce calendrier. Déménagement de la TSE pour un bâtiment situé en face de l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines au 2e semestre 2016 et une rentrée 2017 dans les lieux après travaux pour l'IEP. Une option qui semble convenir aux besoins de l'Institut d'études politiques. L'emplacement en lui-même, c'est un très beau bâtiment, c'est un lieu qui reste au cœur du campus universitaire, donc oui, l'emplacement, il n'y a pas de problème. On est en train de vérifier en termes d'adéquation, si vous voulez, des bâtiments qui sont proposés avec les besoins de l'IEP, que tout va bien, grandeur des amphis, etc. Bon, je sais déjà qu'il y a quelques petits inconvénients, mais qui peuvent a priori être surmontés. Et dès lors que la surface proposée est bien celle dont on parlait tout à l'heure, il n'y a a priori pas de problème majeur de ce point de vue-là. Il s'agit de 4300 m² de surface utile qui pourront accueillir 1700 étudiants ou plus. En attendant, c'est ici que les étudiants feront leur rentrée cette année. Des mesures compensatoires ont été mises en œuvre et des travaux réalisés durant l'été concernant la sécurité. Malgré tout, il y a urgence. Il faut que nous, on puisse déménager relativement rapidement puisque ici, ces bâtiments sont sous avis négatif d'exploitation, que surtout ça devient très très pénible de travailler dans les conditions qui sont les nôtres. Certains de nos amphis, il fait 14 degrés l'hiver, parfois il pleut dedans. C'est vraiment pas possible de travailler dans ces conditions à long terme. Tout ce qui est isolation de ce bâtiment est absolument catastrophique et donc c'est réellement problématique et qu'il n'est toujours pas aux normes en termes d'évacuation en cas d'incendie. D'où la présence d'agents en permanence pour pouvoir aider si jamais on était confronté à une hypothèse de ce type. Donc c'est évidemment pas confortable. En attendant son officialisation à la fin du mois en conseil d'administration, l'IEP reste prudent concernant cette option proposée par le président de l'université Toulousain-Capitole. Cela ne fait après tout que 15 ans qu'il cherche à être relogé, avec autant d'options avortées. Revenons à présent sur cette affaire évoquée au printemps dernier et qui a éclaboussé l'image du lycée Pierre de Fermat. Le 19 mai 2014, une élève porte plainte pour viol contre son ancien petit ami. Les faits se seraient déroulés dans l'enceinte du lycée. Le coupable présumé a été entendu 2 fois par la police et il a toujours contesté toute agression sexuelle. Nous apprenons cette semaine par la dépêche que le jeune homme de 17 ans a été mis en examen juste avant la rentrée avec obligation de trouver un autre établissement pour son année de terminale. Pour la 2e année consécutive, la braderie s'installe en centre-ville de Toulouse. On enregistre 10% de commerçants en plus pour cette 2e édition. L'occasion après les soldes de poursuivre les bonnes affaires. Voyons ce qu'a trouvé Pascal Solaire. Plus de 600 commerçants de l'hypercentre participent à la 2e édition de la Grande Braderie toulousaine. L'opération s'adresse uniquement à ceux ayant pignon sur rue. Quand on fait des sondages auprès des commerçants pour savoir quelles sont les opérations qui sont intéressantes pour eux, il y a bien sûr tout ce qui est animation au moment de Noël, etc. Mais il y a aussi braderie. Pour eux, c'est vraiment important pour écouler leur stock. Les soldes n'ont pas forcément été aussi bien qu'on l'espérait. Et puis, comme les gens ont vu que l'année dernière ça fonctionnait, moi j'ai rencontré par exemple des gens ce matin qui me disaient
l'année dernière, je ne l'avais pas fait, j'étais pas forcément favorable. Et comme j'ai vu que chez les autres, ça a bien fonctionné, du coup, cette année, je me suis inscrite. Car même si la rentrée plombe le porte-monnaie, la frénésie des achats l'emporte sur la raison. D'autant que les prix sont parfois bien plus bas que ceux affichés pendant les soldes. Il y a certaines marques pour lesquelles on ne serait pas forcément attiré. Et le fait de voir des accessoires qui peuvent être sympas ou des articles, ça donne envie de fouiller et de regarder. Après, c'est le principe de la braderie. C'est un peu comme à Lille, voilà, on vient, on flâne, sans vraiment un but précis. Mais si on fait une bonne affaire, on est quand même content. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai payé un tiers du prix ce que j'ai acheté. On a acheté 2 manteaux pour le prix de même pas un, donc ça vaut le coup. C'est la folie de la mode, la folie de vouloir acheter les choses. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'on puisse essayer de se faire plaisir de temps en temps. Il y a de la musique, les gens sont là tranquilles. Je trouve ça plus décontracté que les soldes. 4 bandas déambuleront demain encore dans l'hypercentre. Jeux, tombola, plusieurs animations sont également prévues pour consommer dans la joie et la bonne humeur. Voilà, conséquence moins festive de la braderie, la majorité des axes de circulation du centre-ville seront fermés à la circulation donc dès 11 h demain. Nous ouvrons à présent la page sport de cette édition et on commence par du foot. Pas de journée de Ligue 1 cette semaine pour cause de matchs internationaux, mais un amical hier pour le TFC à Nîmes contre l'équipe locale. Les Toulousains se sont imposés 3-1. Tango Doumbia, dernière recrue du club, a ouvert la marque sur une tête, vous l'avez vu. Les Nîmois sont revenus au score et c'est Adrien Régatin, très en forme en ce moment, qui a marqué sur pénalty, puis sur coup franc. Il a permis aux Violets de l'emporter. Rugby, 4e journée de top 14 ce week-end. Castres, 10e, ouvre le bal ce soir à Montpellier. Coup d'envoi 20h45, Montpellier est 4e. Second déplacement consécutif pour le Stade Toulousain. Après une défaite à La Rochelle, c'est cette fois du côté de Brive qu'il leur faudra batailler. Le coup d'envoi, c'est samedi à 14h45. Enfin, en Pro D2, 3e journée. Colomiers recevra Carcassonne, samedi 18h30. Même heure pour Montauban qui se déplacera du côté d'Aurillac qui ferme la marche en cette Pro D2 pour l'instant. Dans le même temps, Albi se déplacera à Massy. L'affiche de cette journée, ce sera dimanche 14 h. Tarbes recevra les Perpignanais de l'USAP. Voilà, pour conclure cette édition, on passe du rugby au chant, une transition qu'Omar Hassan symbolise parfaitement. L'ancien pilier désormais baryton donne un récital demain 10h30 au Monument aux Morts des Allées François Verdier, un événement dans le cadre des commémorations du centenaire de 14-18. C'est le départ au front de 100 jeunes Toulousains du 14e régiment d'infanterie qui sera ainsi salué. Nous arrivons au terme de cette édition. Il me reste à vous souhaiter le meilleur week-end possible. À bientôt sur TLT.